Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h41, suite des matins donc avec cette rentrée scolaire. Et si l'on en croit le journal La Croix, les familles, suite à un sondage réalisé par ce journal, demandent à l'école de remotiver et de remettre à niveau leurs enfants après des mois d'enseignement pointillé. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, assure partager ses objectifs et met en avant les dispositifs d'évaluation et d'accompagnement des élèves. Pour évoquer cette rentrée singulière, nous sommes en compagnie de deux spécialistes des questions d'éducation, Marie Durubella et François Dubet. Vous publiez un ouvrage intitulé « L'école peut-elle sauver la démocratie » aux éditions du Seuil. Tout un programme avec, comme je l'évoquais, un sondage dans le journal La Croix. La principale crainte finalement des familles aujourd'hui, c'est un reconfinement total ou des reconfinements partiels et successifs, avec donc l'obligation qui serait la leur d'opérer à nouveau comme des maîtres d'école, ou en tout cas de continuer à faire les profs pour leurs enfants. Est-ce que c'est une crainte qui vous étonne, François Dubet ? Non, c'est une crainte qui ne me surprend pas, parce que c'est extrêmement trivial, mais la vie de famille, la vie professionnelle et la vie scolaire sont complètement articulées et intégrées. Si vous fermez l'école, la vie de famille devient difficile, voire impossible, et la vie professionnelle encore plus difficile et encore plus impossible. Donc, d'une certaine manière, indépendamment des objectifs, de niveau des élèves, etc., il y a un problème extrêmement pratique pour tous ceux qui ne peuvent pas aisément faire du télétravail. C'est qu'il est impossible de reprendre une vie professionnelle et sociale normale si l'école est fermée. Je crois que ça relativise les autres préoccupations. Par exemple, donc on a 89% des Français qui redoutent un nouveau confinement, et puis il n'y a plus que 53% des Français qui redoutent que leur enfant ait de mauvais résultats scolaires. Marie Durubella. Ça, c'est intéressant, parce que les parents ont réalisé à cette occasion que finalement, il y avait les programmes, il y avait les notes, mais il y avait aussi le fait que leur enfant, il ne savait pas quoi en faire. C'est-à-dire que leur enfant, il a besoin, pas simplement d'avaler des programmes, mais aussi de rencontrer d'autres adultes que ses parents, et bien sûr des amis. Et c'est pas secondaire, ça fait partie de son éducation. On avait peut-être oublié, on dit il y a l'instruction d'un côté, mais non, l'éducation c'est aussi à l'école. C'est le retour de la socialisation. Oui, bien sûr, parce qu'elle se fait avec les pairs, elle ne se fait pas simplement dans la famille, elle se fait avec les camarades, et les parents ont bien vu l'ennui de leurs enfants dans leur coin, avec leur ordinateur pour seul compagnon. Bon, mais alors, du coup, on comprend pourquoi la priorité est donnée à la scolarisation des enfants plutôt que le principe de précaution qu'on a tant vanté durant ces dernières années. Et aujourd'hui, ça n'est pas lui qui vient en premier, François Dubet. Mais je crois enfin que nous sommes de toute façon dans une situation qui est par définition paradoxale. C'est-à-dire quand vous jouez le principe de précaution, on vous accuse de détruire la vie sociale et l'économie. Et si vous jouez la vie sociale et l'économie, vous serez accusé de mettre la santé en péril. Donc de toute manière, on est dans une situation où il n'y a pas la bonne solution. Et ce qui m'a beaucoup frappé, comme beaucoup d'ailleurs, je crois, c'est que pendant cette période, tout le monde changeait d'opinion toutes les heures, et que d'une certaine manière, les critiques étaient une machine qui s'engendrait mécaniquement, puisque chaque fois qu'il y a une mesure, vous pouvez la critiquer du point de vue du principe qu'elle sacrifie. Donc là, on va vivre ça. On aura aussi notre critique, c'est qu'il y aura des écoles fermées et d'autres qui resteront ouvertes. Et je peux vous dire qu'on dira que l'égalité républicaine est menacée, etc. Donc nous allons vivre une période où cette conception d'une action publique qui incarne l'intérêt général, la raison de manière non contradictoire, a des chances de sortir un peu affaiblie. Alors, on avait une école qui était perçue, à tort, à raison, comme très jacobine, et puis un ministre de l'Éducation nationale qui, dans les interviews, explique qu'il va faire du rattrapage personnalisé sans édulcorer, bien entendu, les savoirs, qu'il va y avoir une personnalisation, je cite ces mots, totale de l'accompagnement des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire, Marie Durubella ? Ça veut dire qu'on reconnaît que les élèves n'ont pas tous les mêmes atouts. Et ça, ça a été évoqué maintes fois pendant le confinement. On savait bien que ce n'était pas pareil d'être confiné à la campagne, dans sa grande villa, son grand jardin, ou dans son 2 pièces. Donc on reconnaît la diversité des élèves.
et plus que la diversité, l'inégalité des élèves. Et ça, c'est vrai qu'on a toujours eu du mal dans notre système à le reconnaître. Donc c'est une première ? Non, ce n'est pas une première. Avec, par exemple, le débat qu'il y a eu avec les ZEP, quand on a créé les zones d'éducation prioritaire dans les années 80, certains ont dit on va donner plus de moyens à d'autres, et ça, c'est pas normal, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours cette conception de l'élève un peu abstrait. On a un élève, ils ont tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, etc. Mais ils sont en fait inégaux, et il est tout à fait normal que l'école le prenne en compte. Ça, c'est une reconnaissance, mais est-ce qu'on a les moyens maintenant que cette inégalité serait reconnue, selon vous, en tout cas, le ministre de l'Éducation nationale insiste sur le fait qu'on va vraiment faire des parcours personnalisés pour tenter de rattraper ces quelques semaines ou mois d'enseignement qui ont été perdus. Est-ce que c'est réaliste ? C'est sûr que la formation des enseignants ne les prépare pas à ce traitement individualisé des élèves. On a souvent parlé, avec raison, de la faiblesse de la formation pédagogique des enseignants. Il y a des pays où sans doute c'est beaucoup plus entré dans les mœurs, de traiter chaque élève comme une personne. C'est là le principal écueil, je pense, plus que les moyens financiers, qui de toute façon seront toujours jugés insuffisants. Justement, si on fait des comparaisons internationales, Marie Durubella, quels sont les systèmes scolaires qui s'en sont bien sortis durant cette période de confinement et ceux qui ont eu le plus de difficultés ? Est-ce que la France est, là, je vous vois sourire, un pays qui a particulièrement eu du mal pendant cette période ? Ça, c'est vraiment trop tôt pour le dire. On le verra peut-être dans les prochaines épreuves PISA, puisque là, on compare les acquis des élèves. Alors pourquoi vous souriez ? Mais je souris parce que c'est une question qui est... Enfin, c'est un peu lancinant, la France, est-ce qu'on est pire que les autres, etc. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose de faire des comparaisons. Non, mais bien entendu, et j'en fais moi-même pas mal. Mais je veux dire, là, c'est vraiment trop tôt. On ne peut pas le dire. On sait qu'il y a des pays où on a beaucoup moins confiné que nous. Est-ce que... moi, je ne suis pas sûre qu'on verra des traces au niveau des acquis des élèves. Sans doute de leur expérience, mais ça, on ne le teste jamais, le bien-être des élèves, ça ne se teste pas beaucoup. Mais dans les acquis des élèves, je ne suis pas sûre qu'on verra des traces durables, par exemple, dans les enquêtes internationales. François Dubet. Non, d'abord, on n'a pas d'enquête qui permet de répondre à cette question pour le moment. Et c'est vraiment un modèle français d'imaginer que si les enfants rataient 3 mois de mathématiques, le niveau de mathématiques va s'effondrer. Je crois que on a plein d'expériences. Nous sommes universitaires l'un et l'autre. Les années où il y a eu 3 mois de grève, 6 mois de grève. Ça arrive, ça ? C'est arrivé assez souvent. On a même perdu la mémoire. Dans les années 70, c'était presque banal. Je veux dire, bon... les générations qui sont sorties ne sont pas plus faibles. La question qui se pose, c'est que, d'une certaine manière, avec le confinement, l'école ne peut plus se raconter autant d'histoires sur elle-même qu'elle s'en racontait. On ne peut plus croire que dire aux parents « aidez-les à faire leurs devoirs », ça se marche automatiquement. On ne peut plus croire que la vie juvénile à l'école, c'est une sorte de désordre qu'il faut gérer. Parce que pour les élèves, c'est fondamental. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui sortiront pas si mal de ce point de vue-là, du point de vue en tout cas de l'expérience des enseignants et du point de vue de leur travail. Mais alors, en tout cas, il y a une crainte aujourd'hui, mais alors vous allez nous dire si cette crainte est justifiée. C'est une crainte de la part, par exemple, de parents d'élèves du public, qu'il y ait une manière pour le privé de tirer parti de cette situation, avec certaines fédérations, la FCPE par exemple, par la voix de son vice-président qui ne mâche pas ses mots, puisqu'il dit que là vraiment on voit s'accélérer la privatisation d'un certain nombre d'activités liées à l'enseignement. Est-ce que c'est une crainte justifiée, Marie Durubella ? Dans notre pays, à la différence d'autres pays, les parents ne croient pas massivement que le privé est meilleur que le public. Quand ils mettent leurs enfants dans le privé, c'est essentiellement pour des raisons de voisinage, enfin pour que les enfants fréquentent des enfants du même milieu social. C'est plutôt ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle parfois une fuite dans le privé, qui ne se traduit... C'est plus l'entre-soi que... l'entre-soi est très important, plus que l'obsession du niveau. Mais ça, on le sait depuis très longtemps, qu'on a commencé à ouvrir l'école. François Dubet qui fait un peu la moue. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je suis d'accord. Il y a une recherche d'entre-soi, mais parce que l'entre-soi est le marqueur du niveau. Oui. Parce qu'on voit bien, par exemple, que dans les catégories populaires qui le peuvent, il peut y avoir une recherche du privé pour fuir
un entre-soi négatif. Donc il y a des entre-soi Oui. valorisés, il y a des entre-soi que l'on fuit. Bien sûr. Et les mécanismes de fuite me paraissent souvent beaucoup plus décisifs que les mécanismes d'adhésion. Voilà. Oui, tout à fait. Mais donc, est-ce qu'il y aura plus de mouvements dans le privé ? Le privé n'est pas complètement extensible. Les parents, je pense, sont raisonnables. Ils ne vont pas faire traverser une ville ou un département pour aller ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est un phénomène, s'il existe, qui sera relativement éphémère. Globalement, de toute façon, quand il s'agit de rejoindre les écoles d'excellence, notamment les grandes écoles, les parents savent très bien qu'un bon lycée public, c'est souvent la meilleure antichambre. Donc, je pense que ce sera un phénomène, s'il existe, relativement soit parisien, soit éphémère. Mais est-ce qu'on ne peut pas, parce que là aussi, parmi les singularités françaises, François Dubet, le fait que l'enseignement soit gratuit alors que dans d'autres pays, il y a des coûts qui sont des coûts extrêmement importants. Je lisais ce week-end encore aux États-Unis, il y a un budget scolaire qui est quasiment le deuxième budget après le loyer aux États-Unis. Donc on a véritablement des coûts très importants, même si un enseignement gratuit coûte malgré tout pour les familles. Est-ce que cette pandémie pourrait donner un coup de pouce à toute une série d'activités qui ne sont pas forcément d'ailleurs le privé en tant que tel, mais par exemple tous ces cours qui servent à accompagner les élèves? À mon avis, c'est plutôt ça le problème, parce que d'abord, il y a beaucoup de circulation en France entre le privé et le public. Le marché scolaire, pour employer cette métaphore, fonctionne parfaitement dans le public lui-même. Je veux dire, faut pas... Ça se joue entre Jules Ferry et Victor Hugo comme entre Sainte-Marthe et Sainte-Marie. Enfin, je veux dire, on circule de l'un à l'autre assez aisément. Non, ce que l'on peut craindre, effectivement, c'est que d'une certaine manière, comme le marché du travail va devenir extrêmement tendu, c'est ça la grande affaire, c'est que ceux qui vont sortir du système vont se trouver dans un marché du travail fermé. On peut imaginer aisément que la recherche des diplômes les plus valorisants, les plus sélectifs, se durcisse encore. Et que donc, il y a un effet d'accélération des inégalités parce qu'il deviendra de plus en plus indispensable de jouer. Et on peut craindre, évidemment, de l'autre côté, que tous ceux qui ne sont pas passés du côté des vainqueurs vont se retrouver du côté de vaincus, de plus en plus maltraités, de plus en plus précaires, de plus en plus humiliés, et qui, d'une certaine manière, croiront de moins en moins au système. Donc, il y a un véritable risque de creusement des inégalités. Ceci dit, vous connaissez le paradoxe français, c'est quand même une école qui est massivement publique, extrêmement jacobine et centralisée, et qui cependant se caractérise par le fait qu'elle est excessivement inégalitaire par rapport aux inégalités sociales. Donc, c'est beaucoup plus qu'une histoire marché pas marché. C'est vraiment des modèles de fonctionnement qui sont bien plus ancrés que ça. Et oui, parce qu'il y a dans votre livre, François Dubet et Marie Durubella, L'école peut-elle sauver la démocratie aux éditions du Seuil, une insistance sur le surinvestissement scolaire des familles. Et celui-ci, on peut imaginer qu'il ne va pas cesser, même si les parents sont beaucoup investis pendant la période du confinement. Ils ne sont pas les seuls, les profs étaient là aussi. Mais cet effort, et en tout cas cette obsession scolaire, Marie Durubella, elle va s'accroître. Oui, pour les raisons que vient d'évoquer François Dubet, c'est-à-dire que dès lors qu'en France, particulièrement, il y a une articulation assez étroite entre le niveau de formation et le diplôme que vous possédez et la place que vous allez occuper dans la hiérarchie professionnelle, cette articulation, elle est très forte. Et en particulier, ce qui est très typique de la situation française, c'est que les derniers de la classe, ceux qui n'ont pas de diplôme, sont particulièrement mal lotis. Ça a été noté dans plusieurs rapports de l'OCDE. Les sans diplôme sont encore plus en difficulté chez nous que dans nombre de nos pays, des pays voisins. Et à l'inverse, les meilleurs, ceux qui sortent des grandes écoles, ceux-là ont une prime, un bonus encore plus élevé qu'ailleurs. Donc on a vraiment, l'école, elle va étirer une génération entre les très très bons qui ont tous les avantages et les autres. Et effectivement, dès lors que la situation sur le marché de l'emploi va se dégrader, va se durcir, ces inégalités qui rejaillissent, qui rebondissent à l'école, vont se durcir également. Et les parents les mieux informés, les initiés comme on dit, vont bien sûr chercher à en tirer, à dépatouiller pour leur enfant dans cette situation difficile. Alors ce n'est pas une rentrée scolaire, c'est un bal masqué. Le masque fait son apparition. Je vois Marie Durubella qui a son masque à pois. Il y a différentes initiatives qui sont prises dans les pays. Masque dès 6 ans en Italie, masque dès 11 ans ailleurs. François Dubet, on a beaucoup entendu également la question du masque gratuit, la gratuité du masque.
à l'école. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi est-ce le symptôme, selon vous? Bon, je crois qu'il y a une affaire d'abord de principe. Quand vous avez une obligation, vous pouvez imaginer que celle-ci soit prise en charge par l'État et pas transférée automatiquement sur les individus. Mais je crois qu'il y a quand même en France un rapport très très étrange, très particulier en tout cas, à la loi et à l'État. Au fond, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on le fait partout? Est-ce qu'on ne le fait pas partout? Alors, on sait que des communes vont le faire, on sait que des régions le font déjà. Et la question qui monte sourdement, c'est y a-t-il pas une atteinte à l'égalité républicaine, sociale, etc. Bon, moi, là-dessus, j'ai des opinions plutôt nuancées. Je serais plutôt porté à dire il serait bon qu'à l'école, les masques soient gratuits. Ça serait bon. Il serait bon de même que si la pédagogie au collège et au lycée suppose des moyens informatiques, on s'assure que les élèves en disposent, etc. Ça me paraît des choses... L'ambition en termes de coût est tout à fait déjà élémentaire. supérieure pour l'informatique, même si on a vu pendant le confinement que l'informatique n'était pas... Alors, ce qu'on a vu dans le confinement, puisqu'on a une enquête là-dessus qui a été faite par un de mes collègues bordelais, qui est Romain Delès, c'est que les équipements informatiques sont moins inégalitaires qu'on l'imaginait socialement. C'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que les ordinateurs, les inégalités existent, mais elles sont pas si grandes qu'on l'imaginait. En revanche, les capacités culturelles et la capacité de se mobiliser des familles pour utiliser ces outils, elles restent extrêmement inégales. Donc, c'est peut-être pas aussi considérable qu'on pouvait le penser. Mais ce qui nous caractérise toujours, c'est que chaque fois que vous avez un problème scolaire, vous avez une montée, ce qu'on appelle une montée en généralité immédiate. C'est-à-dire, est-ce que tous les élèves seront traités de la même manière, etc. Alors que nous savons bien que nous vivons dans un système dans lequel un élève d'un collège du 6e arrondissement parisien et un collège du 93 ne sont pas du tout traités de la même manière, sans que ça semble poser des problèmes considérables. Mais au niveau des principes, il y a une sensibilité que tout historien qui a lu Tocqueville vous expliquerait. Mais alors, dans ce cas-là, Marie Duru-Bellat, si le fait que les inégalités, par exemple, par rapport à l'informatique, ne soient pas des inégalités matérielles uniquement... Pas seulement. Pas uniquement, je dis. Dans ce cas-là, ça rend encore plus pessimiste. Ça veut dire que là aussi, il va être très difficile de lutter contre ces inégalités. Attendons de voir. Pour le moment, les élèves reviennent à l'école et en un enseignement en présentiel. Ce qui doit aussi interroger, c'est est-ce que le recours à l'informatique est si efficace que ça? C'est une question qu'on élude un peu en France. C'est-à-dire ? Il y a beaucoup d'intérêts privés, matériels dans l'introduction de l'informatique à l'école. Bon, quand on regarde les études quand on évalue les effets de cet enseignement, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à apprendre par informatique. Par exemple, vous pouvez apprendre à un enfant à lire les lettres sur l'ordinateur, vous ne lui apprendrez pas à lire, ce qui est tout à fait différent. Donc c'est plutôt ça qui devrait nous interroger, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une voie dont on sait que l'efficacité est quand même assez limitée. Une confiance trop importante. Dans l'informatique. Oui, on sait bien, par exemple, même au niveau des étudiants, on sait que les MOOC, par exemple, ces cours à distance, il y a un taux d'abandon qui est faramineux. Et donc, c'est vrai aussi, et a fortiori des plus petits. Ça demande une autonomie, ça ne demande pas simplement un matériel, ça demande toute une attitude qui est particulière. Et pour certains enfants, c'est sans doute une direction qu'il ne faudrait pas suivre trop longtemps, en tout cas. Marie Duru-Bellat, François Dubet, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes. L'école peut-elle sauver la démocratie? C'est le livre que vous publiez aux éditions du Seuil, 8h sur France Culture. On va retrouver nos invités immédiatement, Marie Duru-Bellat et François Dubet, sociologues spécialistes de l'éducation. Ils publient L'école peut-elle sauver la démocratie aux éditions du Seuil. François Dubet, par rapport à ce que vient de dire Frédéric Seyss, je crois que vous étiez à Blois ce week-end. Votre analyse de ce qui s'y est passé par rapport à ce que... Je n'ai pas d'analyse bien originale. Enfin, je veux dire, vous avez parfaitement défini la nature des jeux et des enjeux avec des possibilités de fractionnement bien plus considérables encore que celles que vous avez évoquées. Moi, ce qui m'a frappé, je ne suis pas socialiste, donc j'ai été invité pour d'autres raisons. Ce qui m'a frappé, c'est que la question essentielle, c'est-à-dire le fait que l'électorat populaire a déserté la gauche de manière obstinée, mécanique, depuis 20
temps, et d'ailleurs notre bouquin a essayé d'expliquer en raison quelques-unes de ces raisons, mais cette question n'est pas posée. Donc il y avait un sentiment très étrange d'enfermement politique sur le pur monde politique, ce qui est normal, avec une vie sociale à côté qui donne le sentiment de s'écouler avec des logiques qui n'ont rien à voir. Donc je souhaite, ça n'a rien à voir, mais je souhaite qu'il y ait un candidat de gauche, etc. Mais ça avait quelque chose d'un peu irréel quand on voit comment se transforment les problèmes sociaux, les évolutions politiques, les rapports aux inégalités. C'était un peu brahmanique. C'est ce qu'on appellerait un peu un décalage ? C'est le fait qu'on a le sentiment que la vie politique se referme sur son propre monde, un peu en dehors de la vie sociale. Mais par rapport à ce que disait Frédéric Seyss en citant ce sondage de l'IFOP, 13% des Français qui se classent à gauche, ça veut dire, si on croit évidemment ce sondage, sa méthodologie, etc., qu'il y a une mise en minorité des valeurs de gauche, François Dubet. Il y a deux phénomènes. Il y a une mise en minorité des valeurs de gauche, mais elles peuvent remonter. Je veux dire, c'est des choses extrêmement... En plus, quand on regarde l'opinion, c'est pas ma spécialité, mais sur certains thèmes, les gens sont à gauche, sur d'autres, les gens sont à droite. C'est pas... Ce clivage est quand même de moins en moins organisé, je veux dire structuré intellectuellement. Bon. Et après tout, beaucoup d'entre nous peuvent avoir sur certains points des opinions qui sont plutôt de droite ou de gauche. Mais ce qui est quand même le phénomène majeur, c'est que moins les gens sont qualifiés, moins les gens sont payés, plus les gens sont précaires, plus les gens vivent mal, moins ils votent, d'une part, et moins ils votent à gauche. Ce qui, si j'étais un parti de gauche, me poserait quand même un problème. Alors ça fait un problème. Et le deuxième problème qui rejoint à la fois la question de la rentrée, puisque nous sommes ici pour évoquer la rentrée scolaire, et puis également la thèse de votre livre, c'est que vous dites finalement que la massification scolaire a été principalement à l'avantage des vainqueurs du système et qu'elle n'a pas profité autant aux vaincus, qu'il y a donc une demande d'égalité qui est de plus en plus criante en France, mais précisément lorsqu'on dit que les valeurs de gauche sont minoritaires, est-ce que la demande d'égalité, elle appartient aujourd'hui à tous les partis ? Est-ce qu'on considère que la gauche ne peut plus la satisfaire ? Votre analyse là-dessus, François Dubet ? Je ne sais pas. Ce qui s'est passé avec la massification, c'est qu'il y a un grand succès de la massification, c'est que les inégalités d'accès ont considérablement baissé. C'est-à-dire que aujourd'hui, un enfant d'ouvrier qui passe le bac et qui est à l'université, c'est pas une rareté statistique. Bien, ce qui était le cas il y a 50 ans. Donc les inégalités d'accès au système ont baissé. Mais ce qu'on n'a pas anticipé, c'est que les inégalités internes au système se sont creusées. Ce sont des petites inégalités, des inégalités entre filières, entre formations, entre sections, entre établissements, etc. Et ces inégalités-là, comme le montre Marie, elles sont décisives pour l'accès aux diplômes, aux emplois, et deux, elles sont insupportables. Et peut-être ce que la gauche n'a pas anticipé, c'est que le rapport aux inégalités a changé de nature. C'était des inégalités qui étaient structurées par des identités collectives de classe, nous les ouvriers, eux les bourgeois, voilà. Et aujourd'hui, c'est des inégalités interindividuelles qui rendent un peu fou. Marie Durubella, votre point de vue. Effectivement, ces inégalités, elles sont ressenties par les personnes. Il faut voir les choses très concrètement. Un enfant de primaire qui est en difficulté, très vite, il se dit « je suis nul ». Je suis nul. Et ça, il va le traîner toute sa vie. Quand on est le dernier de la classe toute sa vie, on est un peu abîmé. Et en France particulièrement, on rapporte toutes ces inégalités de réussite à l'intelligence. J'avais été assez frappée par une étude d'une collègue aux États-Unis, qui compare les États-Unis et la France. Les ouvriers de notre pays disent qu'ils sont là parce qu'ils sont moins intelligents. Alors qu'il y a d'autres pays, notamment aux États-Unis, ils se disent bon, j'ai pas eu de chance, et puis ils croient qu'ils pourront y arriver, etc. Nous, c'est je suis moins intelligent. C'est-à-dire que l'école renvoie aux élèves en échec une image que vous n'avez pas de qualité, vous n'avez pas de talent, et donc vous méritez d'être là. Et donc ça nourrit un ressentiment, parce que les élèves, y compris les moins bons, savent bien que l'école ne fonctionne pas de façon parfaitement juste, donc ils vont nourrir un ressentiment qui va s'adresser notamment aux élites, justement, qui leur paraîtront arrogantes et pas à leur place, d'une certaine manière. Et oui, parce que c'est un peu la question du 1%. Alors la question du 1%, on a l'habitude de la voir en économie. Dans le domaine scolaire, le 1% sont ceux qui vont dans les grandes écoles. C'est même moins que 1%. Si on prend les 300 élèves qui vont à Polytechnique, plus la petite centaine à l'INA, ça fait 400 élèves, ça fait 0,06%. Alors qu'est-ce qu'ils incarnent, ces 0,6%, Marie Durubella ? Ils trustent pas mal de place. Si on regarde
dans les conseils d'administration des grandes entreprises, si on regarde y compris dans la vie politique, et en particulier dans certains partis, notamment celui qui est au pouvoir, ils sont surreprésentés de façon extrême. Hein. Et même chez nos députés, c'est 70% de diplômés du supérieur, alors que dans ces tranches d'âge-là, c'est moins de 30%, bien moins de 30%. Donc il y a une surreprésentation des diplômés qui sont davantage convaincus que ceux qui ont raté à l'école, que ils méritent leur place. Ils ont bien travaillé et ils sont là et c'est normal. Et oui, François Dubet, parce que en fait la question c'est moins l'arrivée à l'université, parce que celle-ci elle est réelle, si l'on en croit à votre livre « L'école peut-elle sauver la démocratie » aux éditions du Seuil. C'est moins donc l'arrivée de ces élèves à l'université que la permanence d'un système d'excellence. Je ne sais pas comment le qualifier, mais... C'est un peu plus compliqué, parce que ce que dit Marie est vrai. Après tout, c'est quelques centaines. On pourrait rajouter HEC, Normal Sup et quelques... Bon, on peut monter à 2000 ou 3000, ça ne change rien. Ce qui caractérise la France, c'est pas de produire des élites de ce type. C'est que la norme scolaire est fixée par ces élites. C'est-à-dire que vous êtes toujours défini par ce qui vous sépare de cette excellence. Donc vous êtes, par exemple, on sait qu'à l'université, le choix étudiant, c'est un choix négatif graduel. Bon, c'est-à-dire, je voudrais mais je peux pas, je voudrais mais je peux pas, et je vais finir par faire ce qui me reste. Et donc je suis moins défini par ce que je vaux ou par ce que je voudrais faire. Vous pensez vraiment à l'université pour toutes les filières? C'est-à-dire on non. choisit ça c'est évident. C'est-à-dire que vous choisissez... Alors, je vais parler de choses qu'on avait étudiées précisément. Vous choisissez lettres parce que vous n'êtes pas assez bon pour faire maths. Vous choisissez... J'espère qu'il y a quand même des gens qui choisissent de faire lettres parce qu'ils veulent faire lettres. Évidemment, il y a des gens qui choisissent de faire lettres pour faire lettres. Mais quand vous prenez les flux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça n'a rien d'irrationnel, puisque les gens anticipent une certaine utilité des formations. Ça a d'ailleurs un effet pédagogique assez amusant, c'est que quand il y avait encore une filière S, on se rendrait compte que les élèves des filières S n'avaient pas un goût particulièrement prononcé pour les maths et pour la physique, mais ils étaient là parce qu'ils étaient bons, qu'il fallait qu'à la fin, ça paye. Donc, il y a quelque chose qui s'est grippé dans notre système, c'est que d'une certaine façon, on a massifié le système scolaire considérablement, mais en France comme ailleurs, tout en gardant les figures d'excellence et les modes de sélection qui étaient ceux d'un système, au fond, malthusien. Et je crois que si la pandémie, pour y revenir, a un intérêt demain, c'est qu'elle aura montré que ce système est un peu à bout. Que ça marche plus, quand il n'y a plus vraiment de boulot à la sortie, quand les gamins décrochent et qu'on peut plus se le cacher, on peut imaginer que il ne s'agit pas de rejeter la massification, mais que les paradoxes qu'elle a engendrés ne seront plus tenables. Marie Durubella, votre point de vue justement sur les critiques aujourd'hui adressées à la massification du système scolaire? C'est qu'elle s'est faite effectivement avec une définition du mérite scolaire, de la valeur scolaire, de l'excellence, qui est très particulière et dont on voit les limites effectivement dans la vie adulte. Il y a eu des études tout à fait intéressantes qui nous montrent que dans la vie adulte, il y a des études sur ce que savent les adultes, ce qu'ils mobilisent comme compétences. Eh bien, les gens sont moins inégaux qu'à l'école. C'est-à-dire qu'on a des gens non diplômés qui se débrouillent aussi bien, quand on regarde leur maîtrise de l'écrit, etc., qui se débrouillent aussi bien que les très diplômés. Donc il y a un décalage entre les écarts et la hiérarchie qui s'établit à l'école, selon une définition très particulière de l'excellence, et puis ce dont on aura besoin dans la vraie vie, si on peut dire, et c'est quand même ça qui compte. Et donc le problème, il est là aussi, c'est-à-dire qu'on va marquer pour la vie au saut scolaire, des gens qui finalement dans la vie ne le méritent pas d'une certaine manière, parce que se débrouillent aussi bien que les autres, ils sont aussi compétents que les autres. Là, c'est vraiment un écart. Là, on voit bien que l'école, elle creuse en ce sens les inégalités. La pandémie va-t-elle encore aggraver les choses, François Dubet? Oui, je crois. Je crois qu'elle va aggraver les choses, mais elle va les aggraver pour des raisons mécaniques. Au fond, notre livre, c'est un livre sur les mécanismes scolaires, c'est pas un livre tellement sur la subjectivité des acteurs. Le mécanisme sélectif vont se renforcer, inévitablement, parce que le poids du diplôme sélectif va être de plus en plus décisif, etc., à cause de la crise économique.
Elle va renforcer ce que Marie appelle la file d'attente de ceux qui vont attendre que. On le voit déjà, on se réinscrit parce qu'il faut bien être quelque part avant que le marché s'éclaire. Et je crois qu'elle risque de renforcer l'exclusion et la rage et la colère et voire la haine de ceux qui sont définis par leurs échecs et leur négativité. Donc ça, je crois que c'est une chose. La deuxième chose que la pandémie peut renforcer, c'est qu'elle révèle quand même, au fond, la faiblesse de notre modèle éducatif. Notre modèle éducatif, je veux dire que on a quand même fait le pari de Victor Hugo en disant si je massifie l'école, chaque fois que j'ouvre une école, je ferme une prison. Donc les valeurs de la démocratie, de la raison, du progrès, de la nation vont se répandre. Dans une certaine mesure, et se sont répandus sur la société, les Français sont plus libéraux en termes de mœurs qu'ils n'étaient, mais c'est pas lié à leur niveau scolaire. Ça, c'est toute la société. Le bouquin de Tibéri là-dessus est très intéressant. On est devenu Vincent Tibéri, pardonnez-moi, plus intéressant. Mais en revanche, ce qu'on découvre, c'est qu'à l'école, ça a des effets très contrastés. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup réussi à l'école, vous devenez encore plus démocrate, encore plus social-démocrate, encore plus vert, encore plus féministe, encore plus antiraciste. Et si vous avez échoué, eh bien vous devenez encore moins. Et on s'aperçoit que les jeunes qui sont bien plus scolarisés que les adultes ont tendance à croire plutôt plus au complot, aux fake news, etc. Donc on ne peut plus aujourd'hui penser que l'école a gardé la capacité éducative, ce que Durkheim appelait sa fonction morale, qu'elle avait du temps de Jules Ferry, de Durkheim. C'est un paradoxe. Au fond, l'école étend son empire et sa capacité éducative faiblit simultanément. Et ça n'est pas une singularité française. Mais alors c'est quand même un paradoxe, Marie Durubella, parce que ça signifierait que la massification de l'institution scolaire pourrait nourrir, par exemple, l'anti-intellectualisme. On raisonne toujours en termes de moyenne. On se dit, en moyenne, la massification, ça a tel ou tel effet. Et en particulier, bien sûr, les élites qui font les politiques, auxquelles l'école a bien réussi, pensent que oui, tout ça est bon. Mais il n'y a pas que les moyennes. Derrière la moyenne, il y a de la dispersion. Et donc, il y a des élèves qui ont raté. Qu'est-ce que fait une éducation ratée, entre guillemets? Et c'est ça qui est, d'une certaine manière, l'originalité du livre. C'est de s'intéresser. Mais c'est quoi, justement, une éducation ratée? Une éducation ratée. Ceux qui sont les derniers de la classe, qui vont s'en sortir sans diplôme, avec des diplômes complètement dévalués, ils auront ces attitudes tournées vers l'autoritarisme, antilibéral, etc., que François vient d'évoquer, parce que ces gens-là auront eu le sentiment d'être maltraités pendant toute leur scolarité. Et ils vont sortir de l'école, c'est ça, je veux dire, ratés au niveau du diplôme possédé et des attitudes qu'ils auront nourries. Mais pardonnez-moi, qu'est-ce qu'un diplôme dévalué pour vous, Marie Durubella? Est-ce que, par exemple, parce qu'on voit très bien ce que c'est, par exemple, un échec scolaire, le fait de ne pas avoir de diplôme, là oui, on voit l'échec, mais un diplôme dévalué? Un diplôme dévalué, alors on ne va pas rentrer dans les mesures techniques de la dévaluation des diplômes. Un diplôme dévalué, c'est tout simplement un diplôme avec lequel vous n'obtenez pas ce que vous pensez qu'il devait délivrer, ou ce qu'il délivrait à vos parents, parce qu'on se compare toujours à ses parents. On se dit, avec un bac, mon père qui est né dans les années 60, eh bien, il pouvait être ce qu'on appelait cadre moyen, etc. Bon, maintenant, je vais être plutôt caissier, ou caissière plutôt d'ailleurs, donc je vais plutôt avoir un emploi d'employé ou d'ouvrier. Donc ça, les gens ont des ambitions. Ils sont plutôt adéquationnistes. Je pense, avec tel diplôme, j'aurai ça. Et même, j'aurai droit à ça. Ce qui est assez faux. Mais bon, ils ont ça en tête. Et quand ils débarquent sur le marché du travail, alors là aussi, il y a des attitudes des étudiants tombent vraiment de haut. Et ils voient aussi non seulement qu'ils n'auront pas ce à quoi ils rêvaient, mais aussi que la logique intellectuelle qu'ils ont fait fonctionner à l'université, c'est pas du tout ça qu'il faut dans la vie. Il faut au contraire qu'ils abandonnent cette idée qu'on résout les problèmes avec un beau baratin, si je puis dire, et qu'il faut y mettre les mains dans le cambouis. Ils vous apprennent à désapprendre d'une certaine manière. François Dubet, on retrouve finalement votre constat sur les ressentiments à l'intérieur de la société française et les colères qui sont produites par les inadéquations entre un modèle et ses promesses et la réalité. Oui, alors c'est peut-être une idée fixe, mais je crois que... C'est un sillon. Non, mais je crois profondément que nous avons vécu dans des régimes d'inégalité qui étaient idéologiquement et politiquement structurés, qui créaient du conflit, etc. Et que tout ça se décomposant, on est plutôt dans une individualisation malheureuse
de ces inégalités. Au fond, un des paradoxes sur l'école, c'est que les inégalités scolaires sont moins fortes qu'elles n'étaient, incontestablement, et qu'elles sont beaucoup plus mal vécues. Et quelquefois, on pourrait s'interroger sur nos réflexes. Je prends un exemple. On a eu des débats assez étranges sur le recrutement de l'ENA. C'est-à-dire, comme si la nature de l'avenir de la société française se jouait sur l'origine sociale des 80 étudiants qui rentrent à l'ENA. Bon, je souhaiterais qu'il y en ait plus d'origine modeste, mais bon, c'est quand même pas grand monde. On sait aussi qu'à peu près 20% des élèves qui rentrent au collège ont des difficultés en lecture, en calcul, telles que, grosso modo, leurs chances d'avoir une scolarité convenable sont impossibles. L'ampleur du débat public, c'est pas les 20% d'élèves qui ont des problèmes au collège. L'ampleur du débat public, c'est les élites. Donc, on a quand même aujourd'hui quelque chose qui est devenu très, très étrange. C'est une focalisation sur l'idéal de l'égalité des chances. Au fond, on avait rêvé, on avait pensé le monde en termes d'égalité sociale. Et on le pense en termes d'égalité des chances. On ne pense plus qu'en termes de discrimination, d'obstacles. Mais l'égalité des chances, il faut le rappeler, c'est l'idéal d'une société dans laquelle les inégalités sont justes. Ce n'est pas l'idéal d'une société d'égaux. C'est une société, c'est un modèle sportif. On entre dans le match à égalité et le meilleur ramasse la mise. Votre point de vue, Marie Ça se comprend assez bien parce que les élites elles-mêmes adhèrent à ce modèle. On a interrogé les gens sur leur modèle de justice. Les plus diplômés valorisent l'égalité des chances, la concurrence, puisqu'après tout, elle leur a bien réussi, la concurrence non faussée, c'est une expression de l'époque, alors que les moins diplômés vont valoriser davantage l'égalité, ils vont être plus sensibles aux inégalités de position entre les personnes. Et donc, qui fait la politique? Qui définit les priorités? C'est dans notre pays, et dans un constat valable au niveau européen, c'est les plus diplômés. Or, ils n'ont pas les mêmes conceptions, ils n'ont pas les mêmes attitudes, ils n'ont pas les mêmes jugements. Comme le disait Bourdieu, les points de vue sont des vues à partir d'un point. Donc leur point, eux, c'est j'ai gagné dans la course. Et donc la course, c'est bien. Ils vont être effectivement sensibles à la discrimination. Il faut que tout le monde puisse gagner comme moi. Mais bon, les autres se disent, moi ce que j'aimerais, c'est que mes besoins de base, ils raisonnent plus en termes de besoins. Par exemple, ils définissent l'égalité en termes de besoins. Je devrais pouvoir satisfaire les besoins de ma famille. Donc on a des modèles de justice qui sont situés. Et les politiques ont certains modèles, c'est le modèle des plus éduqués. Mais alors, c'est quand même un drôle de pays que la France, puisque avec la pandémie, il y a eu toute une série de discours sur les premiers de corvée. Alors, François, C'était bien, j'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé parce que ça rappelle des choses élémentaires. C'est-à-dire qu'une société, c'est quand même un système que les vieux sociologues, que plus personne ne lit, appelaient de solidarité. C'est-à-dire chacun contribue à la vie de la ruche. Et on avait fini. C'est discursif et purement discursif. Non, c'est discursif. Ceci dit, le socialisme, c'est pensé comme ça. Chacun étant utile, chacun a droit à quelque chose. Mais il faut bien reconnaître que depuis une trentaine d'années, c'est plus comme ça qu'on voyait le monde. Il y avait les premiers de cordée, les élites, les meilleurs, les vainqueurs du match. On est passé d'une métaphore organique à une métaphore sportive, d'une certaine façon. Voilà. Et donc, c'était pas mal de se rappeler que les éboueurs, c'est indispensable, les caissières, c'est indispensable, les infirmières, c'est indispensable, j'ajouterai par provocation, les flics, c'est pas inutile, etc. Et que tous ces gens qui sont, au fond, peu qualifiés scolairement, voire vaguement méprisés, ils étaient indispensables. Alors, est-ce qu'il va en rester quelque chose? Est-ce qu'il va en rester des traces? C'est un peu la question maintenant. On peut en rêver. On peut aussi penser que la crise durcisse au contraire les tensions, les contradictions, les ressentiments, les comparaisons. Bon, maintenant, après tout, au lendemain des crises, on a eu des New Deal, des social-démocraties et du fascisme. Tout est possible. Bon, Marie Durubella, oui, sur l'avenir de ce discours sur les premiers de corvée. Les discours, c'est des discours. Après, il y a des intérêts derrière. C'est-à-dire que on le voit bien, tout le monde est pour l'égalité. On le voit bien dans le monde scolaire, tout le monde est pour l'égalité, tout le monde est pour la mixité sociale. Et quand concrètement on veut la réaliser, les intérêts, et il se manifeste ce que François a appelé une préférence pour l'inégalité. Chacun cherche à tirer les marrons du feu. Et donc après, c'est des questions d'intérêt et de bagarre, ce qu'on appelait avant les luttes sociales.
Alors toujours dans les bagarres françaises consécutives à la pandémie, François Dubay, et on a vu par exemple l'ampleur des manifestations hostiles au masque en Allemagne. En France, elles ont vraiment été... voilà, il y avait trois personnes, il y avait entre 2 et 300. C'est un phénomène purement anecdotique pour le moment. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? J'ai un peu de mal à le comprendre. Alors, quand il s'agit des États-Unis, je comprends parfaitement, parce que c'est vraiment un modèle culturel de défiance organique à l'égard de l'État. Dans le cas allemand, j'ai un peu plus de mal à le comprendre. Au fond, l'énigme pour moi, c'est pas que les Français obéissent à l'État, ils ont l'habitude de le faire. La question que je poserais, c'est pourquoi les Allemands sont en train de lâcher là-dessus, alors que on avait quand même une tradition à la fois catholique, protestante, prussienne, qui conduisait à avoir un modèle d'obéissance. Je dois dire, je n'en sais rien. Il me semble qu'il y a de toute façon quelque chose qui a été ouvert par la pandémie, c'est que on ne peut pas ne pas faire confiance à la science, mais la science est devenue très incertaine. Donc, d'une certaine façon, ça a brisé un modèle de croyance. Il nous faut croire dans une science qui n'est plus capable d'énoncer des vérités indiscutables, ce qui rend quand même la vie compliquée. Là aussi, ça va rendre la vie des enseignants compliquée, Marie Durubella, parce que le fait qu'il y ait de plus en plus de défiance vis-à-vis de la science, par exemple... Plus de 30% des Français qui ne se feront pas vacciner, disent-ils, contre le Covid. On peut dire deux choses. Disons que ça montre bien les limites de notre enseignement scientifique. On pensait qu'avec la massification, les gens allaient devenir rationnels, croire à la science, etc. Et là, si on observe, par exemple, l'attitude des jeunes par rapport aux fake news et autres, on voit que certes, les diplômés sont un peu plus croyants par rapport à la science, respectent un peu plus la science que les autres, mais quand même, les enquêtes montrent un chiffre assez bas. Donc, il ne suffit pas d'enseigner les sciences comme on les enseigne, dans une optique souvent très sélective et peut-être pas assez expérimentale. Enfin, ça, il faudra en discuter, évidemment. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Et puis, par ailleurs, ça nous montre aussi que peut-être des choses comme, enfin, c'est un peu une panacée, mais l'éducation aux médias, apprendre aux jeunes peut-être c'est les programmes aussi qui sont restés trop loin de la vraie vie. Dans la vraie vie, notamment avec les réseaux sociaux, les jeunes sont soumis à des tas de sources d'informations et qui leur apprend à les déchiffrer? Là, il y a peut-être une zone d'ombre qu'on pourrait s'attacher à éclaircir. Un mot de conclusion là-dessus, François Dubay? Oui, je crois que les enjeux éducatifs vont devenir essentiels. Au fond, si dans un système massifié où le rapport diplôme-emploi va fatalement se détendre, il va falloir trouver, des modalités d'accès à l'emploi différentes. C'est évident, on ne peut pas continuer de cette manière. Et deux, je crois que la question éducative revient au centre. Aujourd'hui, un jeune même un très bon élève, passe plus de temps devant ses écrans qu'à l'école. Donc on ne peut plus faire comme si l'école était devenue une sorte d'église laïque et républicaine. François Dubay, Marie Durubella, vous restez avec nous. L'école peut-elle sauver la démocratie? C'est votre livre publié aux éditions du Seuil. Je vous présente mes camarades qui viennent prolonger cette émission. Hervé Gardette, bonjour. Bonjour. Votre transition aujourd'hui. On va aller à l'école, mais dans la forêt. Bon, on va voir ça. Géraldine Mosna-Savoie, dans votre carnet de philosophie. Bonjour, et bien moi je vais vous parler d'une banderole qui cite Hannah Arendt. Très bien, 8h44 sur France Culture.